Merci d'être présent. Euh, Nous avons une petite vidéo de notre ami Bernard Plisson qui est de La Rochelle, n'a pas pu nous rejoindre, hein. Il y a une contrainte horaire, donc je propose qu'on commence par cette petite vidéo et puis après on vous passera la parole. Est-ce que c'est bon d'aller là? Bonjour à tous. Je suis très heureux d'avoir été sollicité par E5T pour m'exprimer sur le sujet de la cohabitation entre acteurs concernés par les activités portuaires. Alors tout d'abord, si vous permettez, un constat. Les activités portuaires génèrent, vous le savez tous, des risques et des potentielles nuisances. De plus, les règles de sûreté portuaire, notamment le contrôle d'accès, ont diminué l'accessibilité et la visibilité des sites pour les riverains et les parties prenantes non professionnelles. La gentrification des quartiers qui bordent le port a augmenté le niveau d'attente des riverains en termes d'agrément de vie et a diminué leur tolérance aux risques et aux nuisances. Ne pas traiter ces enjeux conduirait ou conduit les ports à voir diminuer rapidement et dangereusement le niveau d'acceptabilité de leur activité et a fortiori celle de tout nouveau projet. C'est le constat que nous avons fait au port de La Rochelle il y a maintenant une dizaine d'années à l'occasion d'un cycle de croissance attendu de notre activité. Face à cela, que faire? Nous avons d'abord décidé de progresser sur les sujets environnementaux et de sécurité. Tout d'abord côté autorité portuaire, puis collectivement par des démarches d'animation de la communauté portuaire. Nous avons également choisi de développer notre ancrage territorial en identifiant nos parties prenantes les plus concernées par notre activité, notamment les parties prenantes socio-professionnelles, les associations, ainsi que, évidemment, les collectivités territoriales. Et nous avons tenté de mieux comprendre leurs attentes et d'y répondre par le dialogue et par l'action. Enfin, nous avons organisé tout cela autour d'une démarche profonde et engageante qui s'est appuyée sur les référentiels ISO 26000, qui est l'un des meilleurs référentiels en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Quelques modalités et exemples de mise en œuvre de cette démarche. Alors, tout d'abord, l'élaboration d'une charte de développement durable de la place portuaire en collaboration avec l'Union maritime locale. Il s'est agi, en s'inspirant encore une fois des attentes des parties prenantes et de la norme ISO 26000, de définir une charte engageante en 53 actions qui permettait de mettre en œuvre les conditions d'acceptabilité du développement de l'activité portuaire. 7 ans après, 30 entreprises se sont engagées et ont adhéré à cette charte. Elles ont mis en œuvre chacune au moins 15 des 53 actions de la charte. Cette démarche, elle a été profonde et riche, et nous sommes actuellement en train de travailler à son renouvellement en regardant de très près l'agenda 2030 de l'AIVP. Je salue au passage Bruno Del Salle, qui va intervenir un peu plus loin, en lui indiquant que cet agenda 2030 de l'AIVP est une très bonne source d'inspiration pour nous et que nous appuyons fortement dessus. Et voilà, je lui donnerai des nouvelles très prochainement de cette rénovation de notre charte. Un deuxième point que je voulais souligner était le dialogue permanent que nous avons développé avec les parties prenantes, et en premier lieu d'ailleurs avec les riverains du port, au travers de 3 exemples. Tout d'abord, nous avons demandé et obtenu auprès de la région, du préfet de région, qui nomme les membres de notre conseil de développement, qui est un organe de gouvernance du port, d'y intégrer un représentant du quartier qui borde le port. Cette personne, aujourd'hui, c'est la voix des riverains au sein de notre gouvernance. Nous avons également développé de nombreux dispositifs d'écoute des riverains, plus ou moins formels, et de participation aux réunions des associations, ce qui nous permet des échanges directs avec nos voisins. Nous détectons les sujets d'irritation au travers de cette écoute, et dès que nous détectons un sujet d'irritation, comme par exemple le bruit ferroviaire, nous n'hésitons pas à créer un comité informel afin de régler le problème. Ça nous permet de recueillir la perception des riverains, de couper court à des plaintes qui pourraient traîner sans être traitées, et de rendre compte aussi régulièrement des travaux que nous avons pu réaliser et des efforts que nous avons pu mener et faire pour régler ces problèmes. Et puis, quand on a un projet significatif à développer,
on engage aujourd'hui systématiquement une concertation préalable au moment où le projet peut encore évoluer, c'est-à-dire très en amont. Elle peut être cette concertation formelle ou informelle. Par exemple, on a déjà saisi de façon volontaire la Commission nationale du débat public. Dernier point que je voulais développer, les coopérations. Nous multiplions les coopérations avec les socio-professionnels qui partagent nos enjeux, les autres ports de La Rochelle, les industriels, avec les acteurs territoriaux pour développer des projets communs. C'est le cas notamment d'un projet qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui vise à la neutralité carbone du territoire de La Rochelle à l'échéance 2040. Et puis, nous développons également des coopérations avec les acteurs du monde de la recherche et de l'enseignement, les écoles et l'université. Ça nous permet de capter les enjeux en amont au moment où ils nous apparaissent, mais également de devenir, pour ces écoles et cette université, un terrain d'expérimentation et d'accueillir enfin des étudiants en stage ou lors de visites. Ces visites, d'ailleurs, nous les multiplions également pour le public au travers de moments de découverte comme la journée port ouvert ou des visites guidées. D'ailleurs, nous avons même créé un port center avec le port de pêche et le port de plaisance. Là encore, je laisserai peut-être Bruno développer ce que c'est que le concept de port center. En résumé, et vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette miracle, mais un fort développement des dispositifs d'écoute et de dialogue des parties prenantes, un engagement approfondi sur les questions d'environnement et d'ancrage territorial. C'est donc une démarche profonde, régulière, qu'on travaille depuis une dizaine d'années et qui a fait ses preuves sur le long terme et a considérablement amélioré et développé nos relations et le dialogue avec nos parties prenantes. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis pour certains d'entre vous à très bientôt. Au revoir. Donc, beaucoup de choses ont déjà été évoquées sur comment améliorer la cohabitation entre les différents acteurs. Et il y a eu un panel de pistes qui ont été évoquées, sur lesquelles on va justement revenir. Il a été évoqué les écoles, hein, le travail auprès des étudiants. Est-ce que, François, vous pouvez nous parler un petit peu de justement ce que vous mettez en œuvre au sein de votre école d'ingénieurs de La Rochelle? Alors, du Havre, de Nantes, de Saint-Malo et de Marseille. Mais La Rochelle, ou alors c'est un scoop. Je suis heureux de vous l'annoncer aujourd'hui, le NSM va s'installer. Non, ça fait couler suffisamment d'encre pour qu'on vous le confirme aujourd'hui. L'école est sur 4 sites, Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo. Quelqu'un évoquait tout à l'heure le changement profond du territoire du Havre et son développement industriel. Je dirais qu'il y a cette première réponse que je peux vous faire, qui est que cette école au Havre, en tout cas, elle se trouve dans un quartier qui n'était pas un quartier dans lequel il y avait des écoles, où habituellement, en tout cas, il y avait uniquement des activités dites portuaires. Et vu qu'on est à la SCI, j'en profite pour donner une grille de lecture qui m'est assez propre, mais j'ai travaillé dans le nord de la France et je suis assez marqué par une forme de dichotomie. On parlait de dichotomie tout à l'heure, j'ai aimé le terme, qui existe, je crois, dans le nord de la France traditionnellement, au-dessus de la Loire, entre la CCI qui gère le port et la municipalité qui gère la ville. Et je crois que cette dichotomie a été assez dépassée par la mise en place de grands ports maritimes, de ports décentralisés, quel que soit finalement le modèle, peu importe. C'est le vrai sujet, c'est d'arriver à rendre complémentaires des aspirations qui peuvent parfois, en matière d'aménagement du territoire, paraître assez contraires. Donc ça, c'est une première réponse liée plutôt à la spécialisation, mais je pense que vous en parlerez avec d'autres types de modèles par le biais d'autres exemples, notamment internationaux. Deuxième aspect, c'est évidemment au cœur même de la formation, c'est renforcer la dynamique écologique qui peut exister, je dirais même la professionnaliser chez nos élèves, parce qu'en fait, il y a cette conviction qui existe, beaucoup plus forte. Monsieur, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été un des premiers à étudier, une des générations qui a étudié l'écologie. Ici, ils rentrent à l'École nationale supérieure maritime avant tout pour des motifs écologiques, parce qu'en fait, ils sont persuadés qu'on peut transformer la navigation. Il y avait Nils Joyeux qui était là tout à l'heure. C'est des gens qui rentrent parfois avec des projets pour faire changer la navigation. Et donc, quand ils sont dans un environnement industriel, comme celui du port du Havre, mais c'est un peu la même chose à Nantes, dans une moindre mesure à Marseille ou à Saint-Malo,
il y a une volonté de développer cette conscience écologique, de la professionnaliser dans ce type de formation. Et comment vous les sensibilisez justement à la prise en compte de tous les acteurs qui peuvent, qui sont les parties prenantes qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, et les secteurs d'activité qui sont quelquefois confrontés à des évolutions qui les mettent à mal, au moins dans un premier temps? Alors, ça dépend des diplômes. On a différents types de diplômes. Sur le diplôme d'ingénieur navigant, polyvalent, ils sont sensibilisés sur ces matières-là, les matières juridiques, dans lesquelles on essaie de faire plus de place à des enjeux de séminaire. On est en train de réformer le diplôme. Moi, je suis arrivé au 1er septembre et on essaie de réformer le diplôme pour le rendre plus en adéquation avec notre époque. Mais je vais revenir sur le débat qui était porté tout à l'heure, parce que je connais un petit peu le secteur de la pêche. Je pense qu'en fait, ce qu'on vit, c'est juste, je vous le disais un peu à l'oreille, madame, il y a un peu une crise d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté de polariser énormément tout le débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être entre les deux. On est obligé d'être pour ou d'être contre. En réalité, le débat public, c'est exigeant. Ça suppose effectivement d'abord qu'on soit un peu initié, c'est-à-dire qu'on comprenne la question qui nous est posée. Après, moi, je ne suis pas contre le fait, ça s'appelle la démocratie, que tout le monde puisse s'exprimer. Simplement, il y a une appréhension du débat public à avoir, qui une nouvelle fois est exigeant, et qui suppose que dans une forme d'autorité, le débat soit organisé. Alors, est-ce que ça vaut 700 000 euros? Ça, je ne suis pas capable de le dire. Mais je pense que si la question est mal posée, on peut pas avoir de bonnes réponses. Mais est-ce que vos étudiants participent à des projets de cette nature-là pour justement faire interagir ces parties prenantes et notamment de savoir bien formuler les choses, de savoir élever le débat? Peut-être, moi, quelque chose qui me marque souvent, c'est l'espèce de confusion qui peut exister par une non mise en perspective, c'est-à-dire qu'on voit tout à plat, entre guillemets. Or, on l'a vu que sur les problématiques énergétiques, il y a des solutions qui n'existent pas encore, il y en a qui existent déjà, il y en a qui sont en train d'émerger. Voilà, et à cela, il va y avoir des problématiques de distribution, enfin des problématiques de production, des problématiques de distribution, voilà, qui vont être plus ou moins longues à mettre en œuvre. Et il faut réussir à prendre la complexité de la problématique. Et l'axe temps est extrêmement important parce que tout ne peut pas converger au même moment. Et donc, il y a des choses qui sont juste maintenant, qui ne le seront plus après, voilà, et d'autres qui le seront de nouveau plus tard, grâce à une évolution technologique, par exemple. Il y a deux questions dans ce que vous évoquez. Est-ce que les étudiants prennent la mesure de ça? Dans la mesure du possible, ils le font. On a des étudiants très, très dynamiques dans toutes nos filières qui font partie d'associations locales. Je pense au Student Port avec le Propeller. Ils ont fait notamment une contribution sur le sujet de la chatière. Bon, concrètement, la chatière, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Ils ont été capables à 20 ans, 21 ans de s'approprier le sujet et puis de dire voilà pourquoi c'est important pour le développement du port, ce que je trouve assez remarquable. Après, sur une question je dirais plus marquée de notre capacité à les former à cette évolution vers la transition énergétique, la difficulté, et c'est peut-être un moment un peu particulier, il ne faut jamais héroïser son présent, mais quand même c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est avec la génération Greta Thunberg où il faudrait que tout change tout de suite et puis qu'on s'arrête. Puis qu'on change de modèle, bon, c'est pas vraiment, je reviens sur le caractère démocratique, ça amène généralement au totalitarisme, mais c'est un autre débat. Et il faut à côté de ça qu'on les professionnalise suffisamment pour en faire de bons ingénieurs qui soient capables d'inventer ces techniques de navigation de demain, de transition énergétique. Alors, sur la voile, on va me dire c'est facile parce qu'il y a 20 siècles de décarbonation et un siècle de carbone. C'est pas si facile que ça, parce que la voile, et vous l'avez vu ce matin avec Guillaume Legrand, des gens comme ça, c'est pas que le modèle vélique ancien, c'est un modèle qui est adapté au monde réel avec des slots, avec une navigation et un transport maritime qui sont tout aussi exigeants. Regardez le modèle de François Gabard, je ne sais pas s'il a été cité ce matin, mais c'est quand même extrêmement intéressant. C'est adapter le modèle de la course au large au transport maritime, c'est assez fascinant. Mais à côté de ça, il faut aussi éviter que nos élèves soient comme des poules devant un couteau, devant de l'hydrogène poudreux, de l'ammoniac, évidemment du GNL qui est déjà en place. Et ça, il faut qu'on adapte nos référentiels de formation. Donc je dirais que c'est à l'école de s'adapter, plus qu'aux élèves de ne s'adapter au savoir qui leur est dispensé. Est-ce que les élèves interagissent avec le port sanitaire?
trop peu à mon niveau, je ne l'ai pas bien remarqué. Enfin, il y a le Student Port qui existe. C'est une des idées qu'on a aujourd'hui, c'est de renforcer la territorialisation de nos actions et l'intégration territoriale de nos élèves. C'est vrai sur le Havre, c'est vrai sur les 3 autres sites. Moi, je pense qu'on est quand même passé à côté de l'installation de l'ENSM sur le port. Personne ne sait exactement ce qu'est ce grand bâtiment noir. Il faut le faire visiter, il faut le faire connaître, il faut se faire savoir qu'il y a des simulateurs, il faut savoir que juste à côté, il y a un truc qui s'appelle la Seine et qu'elle est navigable. Il faut savoir qu'il y a un environnement portuaire et logistique dans lequel les métiers, sauf le respect de certains qui ont essayé des formations sur le sujet, mais c'est des choses qu'on découvre après des masters génériques dans le domaine du transport. Idem sur le crewing, idem sur la planification spatiale, qui est un sujet exigeant. Enfin, moi, je suis assez déconcerté par le fait, vous en disiez un mot tout à l'heure aussi, des jeunes ingénieurs qui vont sur le terrain se faire la main pendant 1 an ou 1 an et demi, puis qui après vont récupérer un autre poste dans une boîte. Ça marche pas comme ça. Une discussion avec un pêcheur, ça marche pas comme ça. Enfin, moi, pour avoir fait l'expérience du démarrage de la planification spatiale dans le Pas-de-Calais, finalement, ça n'a pas eu lieu. Et après l'explication qu'on leur avait faite, que j'avais considérée comme étant claire, je vous demande donc de croire qu'elle était claire, mais ils étaient tous persuadés qu'on allait installer 5 parcs éoliens côte à côte face au détroit du Pas-de-Calais. C'est exigeant, c'est le débat public, ça suppose la planification, un apprentissage, une connaissance et une vraie humilité par rapport au monde de la mer. Donc pour répondre à votre question, je suis très humble là-dessus. J'essaie d'être un bon général, mais là-dessus, je le suis encore plus. On n'est pas suffisamment intégré. Il faut renforcer un peu plus l'intégration des étudiants dans cet écosystème. Et quelle chance on a. Je veux dire, l'ISEL, Sciences Po, l'INSA, l'université de Dunkerque. Vous avez dit La Rochelle, je dis Dunkerque. L'université du Havre. On a une chance formidable ici de pouvoir mieux et plus s'intégrer à la dimension portuaire par le fait universitaire. Alors, je peux dire, pour les étudiants, les élèves surtout, le Port Center, moi je prends celui de Dunkerque que je connais, le Port Center de Dunkerque, il reçoit beaucoup de très jeunes élèves. Les jeunes élèves sont très intéressés, et leurs profs aussi, parce que leurs profs en connaissent pas beaucoup plus qu'eux au départ, sur le sujet, bien entendu, tout va bien. Et donc, de ce point de vue-là, le Port Center, il est important parce qu'il éveille les gens à la connaissance du fait que le port, c'est pas quelque chose de simple. Il y a plein de métiers intéressants, il y a plein de trucs intéressants. Et non seulement il faut les voir sur des panneaux et des vidéos, etc. Mais le fait de compléter ça par une visite du port, c'est très important. Et de ce point de vue-là, et donc, on vous expliquera tout à l'heure comment les Port Centers, associations havraises, attention, est devenu largement international, est intéressant. Sur place, quand on a un Port Center à faire, on est très bien accompagné. Et en plus, le fait que ça soit international, justement, montre des expériences qui sont faites ailleurs. Mais quand je dis ailleurs, ça peut être Montréal, ça peut être en Afrique, ça peut être partout. Et ça donne des idées pour mieux présenter les ports. Ça, c'est très bien. La deuxième chose, et j'aime bien le port de La Rochelle pour ça, parce que, en particulier, M. Plisson est très, très proactif quand il s'agit de faire visiter son port. Moi, chaque année, je visite le port de La Rochelle avec les étudiants de l'EXI. L'EXI, c'est une école d'ingénieurs de La Rochelle, bien connue là-bas, évidemment. Et ils sont toujours extrêmement surpris et intéressés de voir ce que c'est qu'un port, quoi. Parce qu'un port, c'est grand, ça a des gros outils, c'est impressionnant. Et ils ne pensent pas que ça peut être comme ça. Vous voyez. Et donc voilà, donc c'est important. Et moi, j'ai toujours milité, et je le fais d'ailleurs encore maintenant, surtout sur la partie fluviale, d'emmener des professionnels visiter un port. Parce que vous avez beau prendre même un commissionnaire de transport, il n'a jamais vu un camion, il n'a jamais vu un bateau, il n'a jamais vu un train. Bon, les trains, c'est pas facile à voir, mais les bateaux et les camions, c'est plus facile. Mais quand vous les voyez avec des professionnels qui vous expliquent comment ça marche, vous comprenez beaucoup mieux comment ça va après. Et ça, c'est un élément qu'il faut pousser. Et bon, je vais faire la promotion du truc. Voies navigables de France, donc, nous a demandé, à moi et à d'autres, de faire des formations justement au transport fluvial pour que les étudiants, alors on prend les étudiants qui sont en formation logistique, ou les professionnels, on les amène sur le port et on leur montre comment ça marche.
Et ici, quand on vient au Havre, parce que ça arrive régulièrement, eh ben, on va évidemment visiter un certain nombre de bassins. On va visiter le LHTE, qui est le hub de passage du fret entre le port et le fleuve ou le rail. Et on va également visiter d'autres installations pour que les gens touchent du doigt. Qu'est-ce que c'est, oui, hein. Moi, je vois quand j'étais chez Leroy Merlin, j'étais responsable de la logistique internationale, vous voyez un acheteur qui arrive et qui vous dit « Bon, alors, mon container, il est à Shanghai, je suis un peu en retard, tu le fais mettre sur le dessus. » Je dis « Bien sûr, il n'y a que 20 000 containers, et puis ton container, il va rester sur le dessus alors qu'il y a 5 ports avant. » C'est des trucs comme ça, quoi. Et les gens, quand ils commencent à comprendre que c'est compliqué, c'est technique, il y a du savoir-faire, ils finissent par avoir d'autres réflexes par rapport au port et par rapport au transport maritime, et ça c'est une bonne chose. Et la dernière chose pour ça, c'est que Bernard Plisson en a parlé, ce qui est bien, c'est que dans la gouvernance du port de La Rochelle, au niveau du conseil de développement, ils ont intégré effectivement une enseignante chercheuse, qui est d'ailleurs la doyenne, même si elle n'est pas très vieille, de Excelia, l'école de commerce. Et c'est bien d'intégrer les établissements scolaires ou universitaires, peu importe, mais dans la gouvernance du port, parce qu'eux, ils amènent une vision des jeunes de ce que c'est que la mer et le port, mais d'un autre côté, le port leur amène aussi la vision de qu'est-ce que c'est qu'un port et comment ça doit fonctionner. Voilà. Donc entre l'AIVP qui nous donne un bon appui technique sur la construction de ces trucs-là, les ports qui acceptent de recevoir des étudiants, de mettre les profs dans la boucle, et ben finalement voilà, on a un beau réseau. Juste Merci beaucoup François. Un clin d'œil à François, mais je laisse la parole à Bruno juste après par rapport à l'AIVP, mais il y a la même chose qui est en train de se passer sur le FSRU au Havre et ce qu'on avait fait au terminal GNL à Dunkerque. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'au-delà du projet intéressant et économiquement, il puisse y avoir une acceptabilité territoriale qui soit renforcée, et ça passe par l'université. À Dunkerque, on avait fait en sorte que l'ULCO puisse avoir des visites, c'est vrai, mais aussi des cours sur ce que c'est que le GNL, comment se positionne aujourd'hui ce terminal comme outil sur le marché. J'ai eu les mêmes contacts, sensiblement les mêmes 7 ans après, avec Total sur le FSRU, et on sait à quel point l'acceptabilité sociale, c'est le terminal... Oui, toi, tu sais, le terminal GNL flottant qui va s'installer à compter de l'été prochain ici, suite à la crise énergétique. Donc Bruno, l'AIVP, 30 ans, 50 pays membres, ou participants. Voilà. Justement, l'international, qu'est-ce que apporte cette vision internationale dans la meilleure prise en compte des différentes parties prenantes, et comment améliorer cette cohabitation au sein des ports. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Déjà, je suis très heureux d'être ici, puis je suis très heureux que voilà, j'ai M. Plisson qui témoigne de l'intérêt des Port Centers, j'ai Dunkerque qui témoigne de l'intérêt des Port Centers, et l'AIVP a été citée aussi, je crois, hier dans vos débats avec le professeur Caroline. Donc, comment on en est arrivé là et comment tout ça est parti? Alors, effectivement, vous l'avez dit, il faut remonter un peu en arrière, fin des années 80. Alors en France, il y a quelque chose qui s'appelle un port autonome, avec un grand A. Et à l'époque, effectivement, même si certains ou certaines parties prenantes peuvent trouver que le dialogue est difficile aujourd'hui, c'est sans commune mesure à ce que ça pouvait être il y a 30 ans, parce que la législation faisait que, effectivement, ces ports avaient une grande liberté d'action pour gérer leur développement et le gérer très souvent de leur côté. Comment l'AIVP, donc AIVP c'est Association Internationale Villes et Ports, est apparu là-dedans? Un peu par hasard. C'est-à-dire en 1988 se tient ici au Havre un forum pour réfléchir sur ce qu'on appelle à l'époque les friches portuaires. Les friches portuaires, c'est ces bassins en centre-ville, vous en avez ici, vous en avez à Dunkerque, vous en avez à Bordeaux, qui, pour des questions de profondeur d'eau, de largeur de quai, d'accessibilité, de taille des écluses, ne sont plus adaptés au transport maritime du moment et au transport maritime futur. Et dans les années 80, on nous parle déjà de géants de 4000 boîtes. Aujourd'hui, on est à 24 000. Donc, on nous disait 4000 boîtes, et au début des années 90, on disait ouais, ça ira pas plus que 7-8 000 boîtes. Bon.
Donc on a cette problématique et bien sûr des élus qui sont à la tête de leur collectivité qui disent ok, vous n'avez plus besoin de ces terrains, moi il m'intéresse, je vais en faire de la réhabilitation urbaine, etc. Et à ce moment-là au niveau international, et c'est là que le regard international comment est intéressant, il y a deux grands mouvements en termes d'urbanisme dans les villes portuaires. On a de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit sur la côte est ou la côte ouest, des villes portuaires qui développent ce qu'on appelle le waterfront autour du loisir, donc à Baltimore, à Boston, à San Francisco. Et puis, d'une façon très médiatisée, parce que c'était une opération par certains points, notamment architecturale, remarquable, on a une grosse médiatisation de l'opération des docks de Londres. Donc, effectivement, toute une réhabilitation de docks le long de la Tamise. Mais cette réhabilitation de docks, alors que les Londoniens pouvaient se plaindre éventuellement parce qu'il y avait le port de Londres, de ne pas pouvoir avoir accès au quai et accès à l'eau, eh bien, ils s'aperçoivent que voilà, on crée énormément de condominiums, il y a une gentrification très forte, et finalement, ce n'est que quelques propriétaires privés qui aussi, à leur tour, commencent à confisquer le bord à quai. Donc on ne résout pas le problème. Donc certains pays décident de se réunir ici, à l'initiative d'un homme politique, Antoine Ruffnac, qui deviendra ensuite maire du Havre. Et à la suite de ce débat, on dit qu'il faut continuer à réfléchir, on crée l'association, on démarre comme ça, et on devient très vite international, et on s'aperçoit que cette relation ville-port qu'il faut construire, parce qu'on est dans un moment où il y a un manque de confiance évident, où le portuaire doit apprendre la culture urbaine, et l'urbain doit apprendre aussi ce que c'est un port. Et donc nous, on va commencer à travailler là-dessus. On va très vite enrichir. Toutes les questions environnementales vont venir se greffer très vite, parce que 92, c'est le sommet de la Terre. Et pour la première fois sur cette planète, l'ensemble des pays se disent « Ah, on a des questions à se poser ». Ils ne parlent pas encore de soucis. Aujourd'hui, on dirait on a des gros soucis à résoudre, mais à l'époque, c'était on a des questions à se poser. Et donc nous, on va tout de suite travailler sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nos villes portuaires, comment on intègre ça. On continue de réfléchir. Pendant ce temps-là, on assiste, comme tout le monde, à une mondialisation qui explose, à des tailles de navires qui deviennent de plus en plus gigantistes, à des nouveaux concepts logistiques, avec le concept du juste à temps, plus rien peut attendre, des nouveaux métiers qui apparaissent dans nos villes portuaires. Bref, les villes portuaires doivent suivre en termes de formation, suivre en termes d'emploi, suivre en termes de disponibilité de quais, suivre en termes d'espace, etc., etc., etc. Puis à un moment, c'est stop. Parce qu'à un moment, c'est stop, parce que tout ça va se croiser avec un petit outil qu'on a tous là-dedans, qui s'appelle l'Internet. Et puis peu à peu, les manifestations qui peuvent être locales vont prendre un peu plus d'ampleur, parce qu'il y a les réseaux sociaux qui arrivent à maturité. On est dans des projets qui sont souvent pharaoniques, et même des projets comme la Maasvlakte 2 à Rotterdam, hein, qui est immense, va avoir des recours qui vont conduire jusqu'à la Cour européenne de justice, donc des délais très très longs. Bref, on se retrouve face à une capacité de la population à se mobiliser, à s'informer, etc. Et c'est là qu'on se dit, il faut aussi qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester dans cette impasse. Il faut prendre le taureau par les cornes, il faut former au départ. Et début des années 2010, effectivement, on réfléchit ici avec l'équipe de l'AIVP, c'est une petite douzaine de salariés, à se dire comment avec nos adhérents, qui sont, vous l'avez dit, dans 50 pays du monde, qu'est-ce qu'on pourrait créer pour améliorer ça. Et est né le concept de Port Center, effectivement, qui sera... on a beaucoup travaillé à l'époque avec les Rotterdamois et les Anversois, et puis on a fait du Havre notre site pilote, et puis Dunkerque a embrayé. On s'est dit, voilà, il faut créer des espaces où d'une façon neutre, et j'y reviendrai peut-être, c'est-à-dire sans avoir l'impression que c'est le service de communication d'un port qui parle à la population, mais avec, comme ça a été souligné, des gouvernances partagées, multi-acteurs, une équipe de salariés qui va animer Sport Center, qui va avoir des directives en disant les enjeux thématiques, c'est cela, mais qui va pouvoir se les approprier et créer la pédagogie autour selon ces principes, et pas forcément avec le discours convenu, et pas forcément avec un vocabulaire compliqué, et avec différents niveaux pédagogiques, et avec des outils pédagogiques qui vont varier suivant que vous vous adressez à un gamin de 12 ans, ou 13 ans, 14 ans, plutôt qu'en 4e, on lui parle de mondialisation, ou vous adressez à un étudiant en études supérieures, ou vous adressez à un chômeur qui cherche du boulot et qui a besoin de découvrir les métiers portuaires, ou vous adressez aux citoyens lambda. Et tout ça, c'est un travail, ça demande de la médiation scientifique. Et ces espaces se sont créés comme ça. Aujourd'hui, il y en a au Havre, il y en a à Dunkerque. Il y a effectivement donc un Port Center qui est en train de se créer à La Rochelle, à Lorient, à Bordeaux, à Marseille. Il y en a à Bilbao, il y en a à Barcelone, il y en a à Algeciras, il y en a à Tarente, il y en a à Gênes, il y en a à Montréal, à Québec. Voilà. Ce modèle SM, il y a un groupe pilote effectivement qui s'est formé au niveau international sur ces questions, qui se réunit régulièrement et qui nous permet, nous, à IVP, d'accompagner nos adhérents dans l'émergence de ces lieux.
Et de là, de ces lieux, on pourrait y revenir, mais toute une gamme d'actions sont possibles, à chacun d'adapter aussi son outil aux besoins de son territoire. Ça a été souligné à multiples reprises, mais effectivement, ancrer ces outils dans la dimension territoriale est fondamental. On a parlé aussi de chartes portées par la LIVP. On a parlé de chartes. Alors, les chartes à l'IVP, c'est une longue histoire. Première charte, voilà, aujourd'hui, ça n'existe plus, mais on avait imaginé avec la DATAR à l'époque, donc il y a une vingtaine d'années, on travaillait avec la DATAR et on avait imaginé effectivement les chartes de places portuaires qui ont été signées dans un certain nombre de lieux. Certains s'en servent encore, à Marseille par exemple. Donc ça sert. Et puis nous, effectivement, à force d'emmagasiner de la connaissance sur l'ensemble des sujets, ont bien sûr été émergés au milieu des années 2010 les fameux 17 ODD des Nations Unies. On s'est dit 17 ODD des Nations Unies, ça veut dire quoi pour une ville portuaire? Et donc ça a été cité par M. Plisson, on a décliné un agenda en 10 objectifs qui sont une déclinaison très pratico-pratique de qu'est-ce que ça veut dire l'alimentation pour tous dans une ville portuaire. En quoi un port peut contribuer à une chaîne du froid plus responsable? En quoi un port peut contribuer à gérer des invendus? À quoi un port, etc. etc. Quelles sont nos spécificités dans nos villes portuaires? Est-ce qu'on a un apport particulier à amener sur tous ces sujets? Et donc cet agenda, il sert aujourd'hui effectivement de guide pour un certain nombre de villes de développement, de villes qui créent leur stratégie de développement. Et nous, on est en train de développer un outil qui sera disponible, je l'espère, à la fin de l'année, un outil en ligne pour nos adhérents qui va leur permettre de s'auto-évaluer sur chacun de ces 10 objectifs et de les amener à progresser d'année en année. Donc on voit l'importance du territoire, la prise en compte de la mobilisation d'un territoire. Est-ce qu'on peut rêver au fait que les ports français retrouvent une place qu'ils ont perdue dans ces 30 dernières années? D'abord, il n'est jamais interdit de rêver. Et deuxième chose, en toute modestie, aucun expert n'est capable de me dire aujourd'hui, et je pense que vos travaux de ce matin ont dû l'illustrer, aucun expert n'est capable de dire aujourd'hui quel sera le transport maritime en 2050. Je parle à la fois, c'est une opportunité. Je parle à la fois des volumes. Est-ce que les volumes vont croître ou est-ce qu'on va assister, comme c'était un peu l'état d'esprit à Davos la semaine dernière, à des régionalisations, à de la fabrication plus locale, donc avec des flux qui vont peut-être diminuer en intensité. Quels vont être les nouveaux flux énergétiques? Qu'est-ce qui va se passer dans l'économie circulaire autour du traitement de nos déchets? Et puis, en termes de méthode, est-ce qu'on va continuer vers le gigantisme naval? Est-ce que la propulsion vélique que vous avez évoquée ce matin, est-ce qu'elle n'est pas aussi l'opportunité, pour un cadre de développement durable, d'essayer dans le transport d'étendre le plus en plus le maillon maritime, parce qu'effectivement, ce maillon maritime, c'est celui qui pollue le moins ramené à la tonne. Donc voilà, est-ce qu'on ne va pas assister à une multitude de navires à propulsion vélique, de capacité de 200, 300, 400 conteneurs, qui vont aller de nouveau irriguer le territoire d'une façon beaucoup plus large? Est-ce que des villes comme Saint-Malo, comme Saint-Brieuc, comme Lorient, etc., ne vont pas retrouver une activité portuaire plus florissante? Aujourd'hui, en toute honnêteté, personne n'est capable de le dire, comme personne n'était capable de le dire dans les années 90, qu'on atteindrait des navires de 24 000 boîtes. Tout à fait. Donc je pense qu'on a atteint Monsieur Bonin me rappelle le timing. Quelle heure est-il hein? On a dépassé la demi. Voilà, de quelques secondes. Donc nous allons clore en vous remerciant pour votre participation. Et puis en espérant que... Il y a une pause. Ah voilà. Et donc on prend quelques minutes de pause pour pouvoir poursuivre des échanges si nécessaire. Voilà, profitez. Voilà. François risque de partir très vite, mais voilà, si jamais les autres, vous pouvez discuter avec les autres.